simplement pas. Alors, je vais parler de mon pays, la Côte d'Ivoire, mais ça pourra aussi vous intéresser parce que je pense que tous les pays d'Afrique ont des similarités en termes de gestion et en termes de carence. Mesdames et messieurs, nous allons commencer maintenant l'actualité et bienvenue dans l'actualité. Première des choses, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Nous sommes toujours dans cette même catastrophe. Bah oui, laquelle? Je vais vous la présenter. C'est pas bon de siffler la nuit, les gars. C'est pas du tout bon de siffler la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui se passe chez moi, messieurs et mesdames? Je ne sais pas comment ça se fait qu'en Côte d'Ivoire, on arrive à parler d'autre chose et pourtant, on est complètement dans le fond. On est au fond du trou. Comment des gens arrivent, en fait, à s'asseoir là et puis ils parlent d'autre chose? Comment vous arrivez à le faire? Je me pose la question. Comment arrivez-vous à parler d'autre chose et pourtant on est dans la merde? Non mais sincèrement, mesdames et messieurs, comment arrivez-vous à le faire? Comment vous pouvez parler, je sais pas, d'un politicien X ou Y et pourtant on est dans la merde? Mais on n'est plus que dans la merde. Vous le savez au moins? Est-ce que vous êtes conscient d'où nous sommes, de ce qui se passe? L'orpaillage clandestin. D'autres nous disent entrions de la Côte d'Ivoire, peut-être chez les Tagbana vers Katiola. Une forêt classée, mesdames et messieurs, vous savez ce que c'est qu'une forêt classée? Une forêt classée est un endroit dans lequel vous et moi, nous ne pouvons pas y aller comme si on se baladait dans la nature tout simplement. C'est-à-dire que l'État a décidé de protéger cet endroit et cet endroit, personne ne doit y mettre pied. Si ce n'est que, d'accord, les eaux et forêts qui ont la sécurité, qui sont mandatées par l'État et qui autorisent des gens à mettre leurs pieds là-bas. D'accord? J'ai vu un commentaire qui m'a fait rire, mais ne me faites pas rire. On va d'abord évoluer et ensuite je pourrai me mettre à rigoler avec vous. Une forêt classée. Ce que moi j'ai appris en Côte d'Ivoire, quand j'étais à l'école primaire, quand on parlait de la protection de la nature, on disait que notre vivier, notre couvert végétal avait régressé. Donc les solutions qui étaient mises en place pour la faune et pour la flore, on mettait en place les parcs animaliers, les réserves, d'accord, les parcs animaliers, les réserves et les forêts classées, en vue d'un reboisement. Et pour cela, à cette époque-là, il y avait l'assaut des forts et les eaux et forêts qui faisaient le travail pour que nous puissions avoir véritablement ce qu'on appelle un couvert végétal excellent, une faune et une flore excellente. C'était cela le but. Et cela fonctionne partout. Des forêts classées, des réserves existent dans quasiment tous les pays. Mais je ne pense pas qu'aux États-Unis, dans une forêt classée, d'accord, des étrangers, des Mexicains, peuvent aller extraire de l'or. Nous sommes en Côte d'Ivoire à Fronan. Et je peux vous dire que la rébellion n'existe plus. L'État de Côte d'Ivoire s'est déployé. C'est dans mon pays, mesdames et messieurs. C'est dans mon pays. On n'est pas quelque part d'autre. Mon pays, dont beaucoup de personnes disent que c'est l'un des meilleurs pays où les lois sont respectées et où tout se passe bien. Tendez bien les oreilles et écoutez ce qui se passe. Parce que là, on ne dira pas que des personnes sont allées s'installer de façon anarchique. À partir du moment où on vous dit que dans une réserve, des individus vont extraire de l'or, l'État est à 99,99%. Oui, ne me trouvez aucun autre alibi. Ne me dites pas si ça. Dans une réserve. Je dis bien une réserve. C'est dans la région du Hambol. Merci Chris Begré de nous apporter une précision géographique. On part pour Fronan. Écoutons. L'affaire avait été révélée par la presse il y a de cela un an. Abidjan.net titrait « Forêt classée de Fronan, une société minière installe un site d'exploitation ». Il y a un an, c'est-à-dire en 2025, un titre pareil sort, motus bouche cousue. On a l'impression que la priorité c'est autre chose. Les Ivoiriens sont complètement sonnés. Soit ils boivent de la codéine, ils sont sous codéine, parce que dans un pays normal, ce genre d'information sort, est affiché, mais c'est un scandale. Et ça ira partout, même au Parlement. Mais je suis surpris qu'en 2025, un journal, même sur Abidjan.net, parle de cela, et nous sommes en 2026, des gens ressortent cela.
Est-ce que les gens n'ont pas raison de dire que les Ivoiriens ne voient rien dans le fond? C'est pas ironique, hein? Je me pose des questions. Est-ce que les gens n'ont-ils pas raison de dire que les Ivoiriens ne voient rien? Un poste de contrôle d'eaux peut précéder un poste des eaux et forêts. Bon, mesdames et messieurs, on nous parle d'une réserve. Déjà, il faut se poser des questions sur cette société chinoise. Parce que dans le reportage, il dit dite chinoise. C'est une société qui opère apparemment en Afrique de l'Ouest. Qui sont les personnes qui sont derrière cette société chinoise? D'accord? Qui sont les personnes qui sont derrière cette société chinoise? Mais au-delà de cela, c'est-à-dire que cette réserve-là, à Fronan, à 25 km de Katiola, qui est l'affaire de l'État, comment des dozos, c'est-à-dire des chasseurs traditionnels, les dozos, pour ceux qui ne connaissent pas, on les trouve dans la plupart d'abord de nos différents pays, hein, Burkina Faso, Mali, Guinée, c'est ceux qui font le donzoya, c'est des chasseurs traditionnels. Ces chasseurs d'oiseaux précèdent d'abord ce qu'on appelle le checking, c'est-à-dire le contrôle, le corridor de celui des eaux et forêts. Normalement, pour entrer dans une réserve ou un parc animalier, on peut voir, peut-être exceptionnellement, s'il y a un risque de vie humaine et autres, la police et autres, mais sinon, ce sont des eaux et forêts qu'on doit voir. On ne doit pas voir de chasseurs traditionnels originaires du Nord précéder celui, d'accord, des eaux et forêts. Et dans le reportage, ce qui est intéressant, il nous parle des stigmates de la crise. Stigmates, c'est à 7 km de Katiola. Ok, ils sont tombés, ils ont dit 25 km. De la crise, parce que sur le dos de la crise, on pouvait dire que oui, les chasseurs traditionnels qui avaient pris fait et cause pour la rébellion pouvaient encore être là. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en 2025, des chasseurs traditionnels, d'accord, travaillent avec des eaux et forêts? Des chasseurs traditionnels. Pourquoi ces chasseurs traditionnels ont-ils plus de privilèges que d'autres chasseurs traditionnels, je ne sais pas, d'autres régions de la Côte d'Ivoire? Voici des pratiques. On a l'impression que ces chasseurs traditionnels ont une bénédiction en sourdine émanant de... La dernière fois, on critiquait ici les Nyambro. Encore une expression en malinké. Désolé, messieurs et mesdames, c'est un fait. Le Nyambro, c'est en langue malinké. Ceux qui se font appeler syndicats, qui ont même contribuer à la perte en vie humaine d'un douanier. Ces personnes-là aussi, d'accord, c'est bizarre, on a l'impression qu'ils opèrent dans un secteur, celui du transport, et en même temps, par moment, ils se jouent les justiciers. Mais nous sommes dans un pays où il y a une loi ou pas. On a l'impression que la loi, souvent, elle agit, surtout quand on a le verbe qui est très critique vis-à-vis du gouvernement. La loi, elle agit quand on est très critique vis-à-vis du gouvernement. La loi, elle agit surtout quand on ne souhaite pas que M. Alassane Ouattara ait un autre mandat. La loi, elle agit quand on critique la posture d'un ministre qui sort, qui n'a pas les arguments clairs qu'il faut. C'est là que la loi agit. Mais la loi, qu'elle agisse pour tous. Vous, à force de vous comporter ainsi, vous donnerez raison à des personnes qui disent que vous agissez de façon tribale, clanique, sectorielle. Et oui, vous leur donnerez raison. Parce qu'on a l'impression que tout ce qui touche une catégorie de la population, motus bouche cousue, vous avez les yeux fermés. Vous devenez complètement aveugle. C'est quoi ce genre? La Côte d'Ivoire, c'est 322 463 km². Et j'ai encore plus mal quand je vois que c'est ce gouvernement qui se comporte de la sorte. Parce que vous aviez dans le temps critiqué des habitudes pratiquées par certaines personnes. L'ivoirité par Henri Konan Bédié, l'extrême ivoirité par Laurent Gbagbo, qui limite était comparé à Himmler. Himmler, c'est celui qui donnait à Adolf Hitler, d'accord, les techniques pour pouvoir éradiquer complètement la population juive. Oui, parce que vous avez dit que Laurent Gbagbo était un boucher des lagunes, et ce n'est même pas, il n'y a pas très longtemps de cela, vous aviez un de vos ministres a encore rappelé les faits et armes selon lui que Laurent Gbagbo aurait porté. Mais vous faites de façon douce, de façon subtile. Parce que je ne pense pas que Laurent Gbagbo, oui, Laurent Gbagbo apparemment avait des, vous avez dit des milices, des GPP, mais est-ce que ces milices-là, d'accord, officiaient aux côtés, d'accord, des dozos et autres, aux côtés des, comment on dit, aux côtés des forces de l'ordre, gendarmerie, eaux et forêts et autres, ils s'occupaient des forêts, tout cela, parce que les Nyambos sont soit en zone urbaine, et puis les dozos sont dans les zones rurales et dans les campagnes.
Je pense que pour quelqu'un qui a fait les États-Unis, qui me semble très civilisé contrairement à ses prédécesseurs, ce genre de pratiques ne doivent pas exister. C'est frustrant et c'est ahurissant de comprendre que des gens qui ne font aucune école d'eau et forêt, aucune école de maintien de l'ordre, aucune école, je ne sais pas quoi, de gendarmerie ou de police, sont avec des calibres 12 dans cet environnement-là où on parle de parc ou de réserve. C'est vraiment affligeant. Ça, il faut que je vous le dise. Et c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Là, on n'est plus dans une république, on est dans une république bis où un groupuscule de personnes s'octroie des privilèges au détriment d'une bonne partie de la population qui n'adhère pas à cette vision à laquelle nous assistons. Bon, alors, et je tiens à rappeler aussi que M. Kone Zakaria, officier de l'armée de Côte d'Ivoire, par moment aussi, se met en tenue d'ozo. Général Khalil, c'est un argument qui est complètement faux. Je vous mets au défi de nous trouver en Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, quand est-ce que les dozos travaillaient avec les gendarmes ou les eaux et forêts ou la police nationale de Côte d'Ivoire. De 60 à 93, vous nous montrez, d'accord, ou à quel moment les dozos, d'accord, officiaient avec des checkpoints en Côte d'Ivoire avant les eaux et forêts et autres. Il ne faut pas dire des choses comme ça, c'est grave. Vous ne pouvez pas dire, les dozos, c'est une tradition. Et la tradition a toujours existé, on ne la nie pas. Mais inclure les dozos dans un fonctionnement d'État, mais c'est scandaleux. Je suis d'accord avec vous. Non, les dozos même officiels dans leur domaine qui est la chasse, ne le bloquent pas, débloque-le automatiquement. Non, pas lui. Débloque-le automatiquement. Débloque-le automatiquement, pas Général Khalil. Débloque-le automatiquement. Général Khalil, non, débloque-le automatiquement. Débloque-le automatiquement. S'il te plaît. Merci. Et je suis en train de dire quelque chose de très important. D'accord? Dans les zones forestières, c'était des chasseurs. Les dozos, on les connaît comme des chasseurs. Mais dire que les dozos mettaient la loi dans les zones forestières et autres, je ne peux pas accepter cela. On sait à quel moment les dozos sont arrivés en Côte d'Ivoire. D'accord? C'est sous le mandat des Bédier que les dozos, même il y avait des séries comme Faut pas fâcher ou qui fait ça, à l'époque qui évoquait cela. Et ça a été discuté avec le ministre Marcel Dibonnan-Koné. Donc, on le sait. Marcel Dibonnan-Koné. Donc, faut pas, frère, on est quand même contemporain. Il y a des choses qu'on peut pas accepter. Maintenant, le contexte de... Merci T. Dans le contexte de la rébellion, c'est tout autre chose. On voit des plantations, des motos et même des camions. Ici, là, est-ce que vous savez si c'est une forêt classée ou pas? Ce qu'ils ont dit que c'est une forêt classée. Mais comment dans des forêts classées en 2026, un reportage datant de 2025. Parce qu'on dit souvent, nos dirigeants disent informez-nous. Mais comment dans une forêt classée, des gens vont planter, ils vont faire des choses? Comment dans une forêt classée, des gens vont planter, ils vont faire des choses, des gens vivent dans des forêts classées? Pourquoi les gens vivent dans des forêts classées? Mais excusez-moi, je me pose des questions, ces questions sont légitimes. Ils font quoi dans les forêts classées? C'est que la forêt n'est plus classée. Déclasser cette forêt. Déclasser sincèrement cette forêt. C'est qu'elle n'est plus classée. Je suis désolé. Alors, on y va. plantation dedans, on fait ce qu'on Voilà, on fait tout dedans. Personne ne surveille. Bon, les hauts forêts souvent, quand il vient là, bon, j'entends les planteurs là et puis ils s'en vont. En d'autres mots, des arbres. Les eaux et forêts viennent, ils trouvent des planteurs dans les forêts classées, ils s'arrangent avec les planteurs et ils sortent. Mais c'est quoi la fonction des eaux et forêts? Quand vous allez à l'école, en fait, c'est mon avis, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, c'est mon avis. Il peut y avoir des hommes qui sont intègres, qui respectent leur boulot et autres. Mais la majorité des Ivoiriens, là, tout le monde travaille pour avoir l'argent. C'est-à-dire du politicien. Ça, c'est mon avis. Parce que quand je réfléchis, je me pose des questions. Mais pourquoi les gens n'agissent pas? Je ne dis pas que le monde est utopique. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais à un moment, là, quand c'est trop, c'est assez pourri, c'est pas bon. En Côte d'Ivoire, je pense que ceux qui sont gendarmes, ceux qui sont policiers, s'ils avaient le choix, ils n'auraient pas choisi ces fonctions-là. Des gens rentrent dans des corporations parce qu'il faut qu'ils aient un emploi,
ils aient un salaire, d'accord? Ils aient un salaire, et puis après, ils font leur business. C'est comme en Côte d'Ivoire, si on disait que le métier, pour moi, la politique, c'est pas un métier. C'est-à-dire que la vocation de faire la politique n'accordait aucun privilège, aucun Ivoirien n'allait, je vous promets que aucun, ceux que vous voyez en costume qui parlent beaucoup là, beaucoup n'auraient pas fait la politique. C'est parce qu'il y a des protections, des privilèges dans ce domaine qu'ils y sont. Et de cette même manière, chacun trouve un échappatoire où s'asseoir, où avoir un salaire, un loyer, une petite famille, stabilité, et puis chacun fait son business. C'est pas possible que en 2026, surtout pour ceux qui ont décidé d'être eaux et forêt, c'est l'une des fonctions les plus importantes et les plus lourdes qu'on puisse avoir en Côte d'Ivoire. C'est l'une actuellement. Être eaux et forêt, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, on a tendance à sous-estimer un eau et forêt, c'est quoi? Un eau et forêt, eux, ils sont où il y a les agoutis, les biches, où il y a ça, il y a un insecte qui me fait péter un peu, désolé. Où il y a les insectes, les biches et autres. Donc, eux et forêt, c'est pas les gens qu'on prend au sérieux. Mais écoutez, messieurs, quand on parle de catastrophes liées à leur paillage clandestin, aujourd'hui, là, tout repose sur vos épaules. Ah oui. Parce que votre rôle, c'est de faire quoi? C'est de préserver la nature. Donc, vous avez doublement, d'accord, ce sacerdoce-là, de faire quelque chose pour les Ivoiriens. Sans eau et sans forêt, sans faune, sans flore, l'Ivoirien ne vit plus. Et pire, parce que nous, on ne connaît pas l'industrialisation. N'oubliez pas qu'on a une économie qui est basée sur des cultures de rente. C'est-à-dire que le cacao, il survit à partir du sol. On n'a aucune industrie. On exporte plus. On exporte plus pour avoir de l'argent. On ne transforme pas. Ça veut dire que nous-mêmes, là, dans notre tête, je me demande si par moment on réfléchit sur nos priorités. Enlevez vos étiquettes politiques et comprenez, la Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas industrialisé. S'il n'y a pas de nature en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire tombe. Je vais répéter. Votre pays, la Côte d'Ivoire, comme les pays, excusez-moi, comme les pays de l'AES, il y a un insecte, comme les pays de l'AES, comme le Mali et autres, vous n'êtes pas des pays industrialisés. C'est-à-dire que sans forêt, sans faune, sans flore, sans eau, vous êtes morts. La grandeur de la Côte d'Ivoire, là, elle disparaît. Maintenant, qui sont ceux-là, qui sont censés protéger? Parce que sans ça, là, les populations ne vivent pas. Sans ça, les populations ne vivent pas. Qui sont ceux-là qui sont censés protéger? Est-ce que vous êtes conscient même de votre sacerdoce? Non. La preuve, vous décidez de polluer, vous décidez de détruire complètement la nature pour pouvoir vous construire des maisons, pour pouvoir faire PA, pour pouvoir vous occuper de vos 15 femmes. Vous avez le droit si vous avez les moyens. D'accord? Si vous avez les moyens d'avoir 15 femmes, ça roule. Voilà. Mais dosez un peu, parce que cela, il va de la vie des citoyens. Cela, il va de la vie des Ivoiriens. Je vais vous montrer les catastrophes de votre indifférence, de votre bêtise, de votre négligence, qui fait qu'aujourd'hui, des Ivoiriens sont malades. Qui fait qu'aujourd'hui, des Ivoiriens ne peuvent même pas boire de l'eau comme il se doit. Qui fait qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, la première entrée en termes de richesse de la Côte d'Ivoire, qui est le cacao, sera déclarée mondialement comme, d'accord, un cacao de malheur. Un cacao dont la qualité est pourrie par le cyanure et le mercure. Ça, je tiens à vous le dire. C'est vrai, pendant au moins 11 ans, 15 ans, vous avez décidé de faire ça. Mais voici la conséquence de la bêtise qui est là aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer l'élément et puis on va avancer. On permet aux planteurs de travailler dans cette forêt classée en toute impunité, et ce n'est pas tout. On y retrouve un ancien site d'orpaillage avec équipement et logement abandonnés. Depuis que vous... Comment, dans une réserve, comment dans une réserve, on peut avoir un site d'orpaillage? Je vous montre. C'est plus village, une réserve où normalement on doit avoir la flore, toute forme de flore, on doit avoir une qualité en termes de flore, de faune, qualité par rapport à où les humains vivent. Il y a site d'orpaillage dans réserve. Dans une réserve, il y a site d'orpaillage. Écoutez, avant de parler du chef du village, vous allez écouter. Pourquoi vous êtes pressé? Allons-y doucement, je vous ai dit, mettons le pied sur l'accélérateur doucement. C'est des faits. Je dis, vous trouvez normal que dans une réserve, il y ait un site d'orpaillage? On y va.
passez ici, vous avez sûrement vu ce site, ce point qui est abandonné. C'était quoi avant? C'était les Chinois qui travaillaient ici. Voilà, ils ont fait quelques mois ici. Et après, ils sont partis. Quel travail? Ils font travail de... Oh. Ils sont quittés, ils sont allés ailleurs. Bon, là-bas, là, ils sont un peu beaucoup. C'est là-bas, ils sont installés, maintenant ils travaillent. Voilà. C'est-à-dire dans la même réserve là, les Chinois, ils sont déployés quelque part pour être encore nombreux. Dans une réserve en Côte d'Ivoire. Dans une réserve en Côte d'Ivoire. À Frona, précisément. Dans une réserve en Côte d'Ivoire. Dans une réserve en Côte d'Ivoire. Les Chinois se sont installés dans une réserve. Quand on donne un document pour extraire de l'or, là, normalement un repère. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le site est repéré. Le ministère des Mines connaît, d'accord? Le ministère des Mines connaît l'espace où on opère. Donc, on ne peut pas dire que le ministère des Mines ignore que ce site qui est à Fornan est dans une réserve. Ça s'appelle un autogol ou une démission de la part du gouvernement. Normalement, le ministère de l'Environnement devait avoir un conflit avec le ministère des Mines. Pour dire, mais comment une réserve où on ne peut pas pratiquer ce genre de choses, vous octroyez un permis d'explorer ou d'extraire de l'or? Mais que nenni! Que nenni! Et en 2025, sur Abidjan.net, on sort un article de presse. Motus, bouche cousue. Ce n'est pas la priorité des Ivoiriens, ni des politiciens, ni, je ne sais même pas s'il y a des écolos en Côte d'Ivoire. En tout cas, personne n'en parle. Et en 2026, avec le boom de l'orpaillage clandestin, cet élément ressort. Médecin après la mort, Ivoirien endormi, Ivoirien complètement sous dialyse. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et nous, citoyens, qui décidons de pointer du doigt sur ces incohérences-là, on nous traite d'hors la loi. On nous traite de... C'est la peur. Donc vous préférez mourir sous mercure ou cyanure en fermant la bouche. Si vous étiez au courant. Mais monsieur Warissous, vous êtes au courant, la preuve, vous êtes ici, actuellement en train de commenter. On y va, on continue. Et ça se passe normalement, il n'y a pas de problème. Bon, ce que nous on voit là, il n'y a pas de problème. Certains sites sont encore en pleine activité et assurément dans la clandestinité quand on voit les orpailleurs prendre la fuite à la vue du drone. Pas très loin de là, voilà la vaste étendue de l'exploitation de Siémois. À perte de vue, elle s'étend sur des kilomètres comme un serpent. Ces images exclusives vont coûter une nuit de garde à vue à nos équipes pour non-autorisation de filmer. À une vingtaine. Comment eux? Vous savez, ça me fait rire. Ça me fait penser à une histoire d'un jeune Sénoufo qui parlait tout le temps de Babou. Carton noir ou carton vert, je ne sais plus. Carton noir. Vous vous rappelez de ce jeune homme-là qui faisait des vidéos sur Facebook? Et puis un jour, il a filmé un policier en plein acte de corruption à Korogo. Bon, moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, là, on allait le féliciter. Mais le jeune, c'est là il est tombé. C'est là il est tombé. Ils l'ont fermé à la Maca. Devenu PPA. Vous vous souvenez de cette histoire? Vous vous souvenez de cette histoire? Même si on n'a pas l'autorisation de filmer un agent en plein acte de corruption, mais ce qu'il vient de faire là, il vient de sauver, sensibiliser la vie des gens. Mais là, ces journalistes-là arrivent avec un drone à filmer ce truc-là. Les forces de l'ordre les enferment 24 heures. Au lieu d'aller fermer ce site-là, c'est eux en enferment. Non, mais je ne comprends pas. Quelqu'un des journalistes d'investigation, avec un drone, vous montre un site clandestin d'orpaillage dans une réserve, dans une forêt classée. Vous allez enfermer qui? Vous allez enfermer l'équipe journalistique là, d'accord? Et puis, vous n'arrêtez pas les gens qui sont sur ce site. Je ne comprends pas. Et on n'en parle pas. Et pourtant, c'est le gouvernement qui dit qu'ils font des efforts. C'est le Conseil national de sécurité qui vient qui dit il y a eu 1700 sites fermés. Mais ceux-là, ils sont en train de vous aider. Ce que moi-même je suis en train de faire là, je suis en train d'aider le gouvernement du Côte d'Ivoire. Parce que c'est pas normal qu'à Fornan,
quelque chose puisse se passer comme ça dans une forêt classée. C'est pas possible. C'est pas... En fait, on a l'impression que quand on veut le bien, on est puni. Et ceux qui font le mal, c'est eux qui sont plus mis en avant. Je comprends pas. Je comprends pas. J'arrive pas. C'est soit je me dis que le monde tourne pas rond. Il y a des choses qui clochent, quoi. Bon, écoutons la suite. Écoutons. De kilomètres, le village de Wereneka. Ici, le chef est catégorique. La mine est dans la... Il y a un village à Wereneka. Ceux qui connaissent Wereneka, allez vous renseigner si le village de Wereneka n'existe pas. Écoutons ce que le chef de Wereneka est en train de dire par rapport à cette histoire-là de la forêt classée. Forêt classée et ils n'ont pas été informés de son installation par les autorités locales. Il a vu que les gens sont là travailler. Il a demandé ceux qui travaillent là que vous avez vu, qui vous a dit de venir travailler ici. Et aussi, lui a dit que cette mine, en ce temps-là, il dit qu'il n'est pas au courant de tout. Donc, lui, il est parti se expliquer, c'est les forêts. Les forêts aussi dit qu'après, ils vont se voir. S'ils vont maintenant pas après, ils vont venir. Donc, depuis ce jour-là, nous n'allons pas comprendre. Ignorés, au point où les richesses de cette mine ne leur profitent guère. Vous avez entendu? Le chef a demandé aux gens, aux orpailleurs, qui vous a dit de venir ici? La société dit que ce sont les eaux et forêts. Le chef maintenant va voir les eaux et forêts. Les eaux et forêts ont dit que si les gens là nous donnent quelque chose, on vous donner. Ils n'ont rien pu. Donc, est-ce que le chef, il est complice? Quand le chef pose des questions, est-il complice? Lui, on ne le suit pas. C'est-à-dire qu'on n'est même pas venu le voir. Lui pose des questions. Donc, c'est facile de dire... Et puis, moi, je vais aller sur la complicité des chefs. Écoutez-moi. Un chef, là, du village, là, il est citoyen comme tout autre. Hein. Un chef du village, on peut l'arrêter. Quand vous dites que les chefs font des contrats avec des orpailleurs clandestins, c'est puni par la loi. Il n'y a pas un article qui protège un chef. Si vous avez les preuves qu'un chef du village est complice de l'orpaillage clandestin, vous pouvez l'arrêter et le juger. Je dis bien si vous avez les preuves. N'allez pas les arrêter impunément. Il n'y a pas un article en Côte d'Ivoire qui dit que quand on est chef du village, on ne peut pas être jugé par la loi. Non, ne nous prenez pas pour des nœuds. Parce que le chef du village, là, il est censé protéger son village. Il est censé protéger son village. Être chef du village, ce n'est pas dire qu'on est dans l'impunité tant qu'on est chef et on suit un parti politique. Parce qu'on sait comment les chefs du village fonctionnent chez nous en Côte d'Ivoire. Hein. Pendant les moments clés, là, vous entendez la voix des chefs du village, on les voit pendant les élections. Eh oui, pendant les élections, on les voit. On leur offre des véhicules, on leur offre tant, on ne sait même pas pourquoi. Parce que eux, là, ils sont différents de nous. Mais quand il s'agit des grands moments, actuellement, là, les chefs du village, là, la chambre des rois et autres, là, ils n'ont pas fait tirer sur la sonnette d'alarme concernant l'orpaillage. Vous les avez entendus? On n'a qu'à parler d'élections présidentielles, vous allez voir. Ils vont venir dire, appeler à la paix, et ils vont venir dire qu'ils soutiennent le 5e mandat de Ouattara. C'est là on les voit. Les chefs du village chez nous, là, quand il y a des épidémies ou il y a des grandes guerres, on ne les voit pas. C'est quand il y a élection pour soutenir quelqu'un, ils soutiennent la personne. Voici comment les pays sont en retard. Voici comment les pays sont en retard. Donc je suis en train de vous dire qu'un chef du village qui travaille avec des orpailleurs clandestins, si on a des preuves qu'il a signé un contrat, il doit être jugé par rapport à la loi. C'est tout. Donc arrêtez de venir, vous sortez l'expression des chefs du village comme ils ont une immunité. Ils n'ont pas d'immunité, les chefs du village. Ce sont des citoyens comme tout autre. Ce sont des autorités locales, mais ce sont des citoyens comme tout autre. Donc arrêtez à chaque moment, d'accord, quand vous n'arrivez pas à maîtriser une situation, de trouver la Libye que les chefs du village signent des contrats. Bon, ce chef Awérene Kaala, c'est un menteur. Awérene Kaala, c'est un menteur. Ici, c'est à la pompe qu'on se procure de l'eau. Et pourtant, le code minier exige d'avoir l'avis des populations relativement à chaque installation d'une société minière et de leur garantir surtout des parts dans les richesses de la mine. A priori, ces étapes ont été brûlées. Pour pousser l'enquête, nous avons interrogé le porte-parole du gouvernement grâce à la collaboration d'un confrère. Une question principale au cœur de nos échanges, la CIMOA est-elle installée dans une forêt classée? Si cette société est légalement constituée, c'est qu'elle a obtenu de façon officielle son autorisation, vous le dites vous-même. Vous, journaliste d'investigation certainement, vous nous posez le problème ici aujourd'hui. Vous mettez même en doute donc les conditions dans lesquelles cette société a obtenu son permis. Mais attendez, vous entendez? Le porte-parole du gouvernement. Vous entendez?
C'est pour ça que je n'aime pas venir faire des palabres inutiles. Gbagbo a fait ci. Soro a fait tant. Blé Goudé a fait tant. Bédi a fait tant. Vous êtes au travail. Comment on peut poser une question pareille au porte-parole du gouvernement? Il dit si cette information est avérée, vous les journalistes, vous faites votre travail. Mais déjà, le ministre même, tu ne peux plus parler. Parce que dans une forêt classée, on ne peut pas obtenir un permis d'extraction de l'or. Dans une forêt classée. Ça ne colle pas. Une forêt classée, c'est un cadre de protection. Dans un cadre de protection, on ne peut pas aller extraire de l'or. Parce que l'or, d'accord, où on va extraire, ça abîme cet endroit. Ça abîme cet endroit. Tu ne peux pas prendre des déchets, hein, et les mettre dans une maison propre. Ça n'a pas de sens. La maison, à partir du moment où elle est propre, dans cette maison, on extrait les déchets. C'est paradoxal. Ça n'a même pas de sens. Maintenant, toi, ministre, tu es étonné et tu dis que non, on veut mettre en doute le permis d'exploitation. Mais non, c'est un constat, c'est un fait. C'est pour ça que quand je vous dis que nos pays là, on ne peut pas connaître le développement, c'est tout ça. Parce que beaucoup pensent que la démocratie, votre truc de démocratie haute là, la démocratie ce n'est pas voter quelqu'un, le mettre au pouvoir. Hein. La démocratie c'est à toute échelle. C'est la transparence. Première des choses, la transparence. Vous n'êtes pas transparent en Côte d'Ivoire. Tout le monde vole en Côte d'Ivoire, en tout cas dans toutes les corporations à grande échelle, les gens volent. Vous allez me dire comment je fais pour savoir, mais c'est facile de savoir. Regardez l'exemple de ce qui se passe à Fona. Parce que vous ne pouvez pas accuser que le chef du village, avant de rentrer dans une forêt classée, si on rencontre des dozos, les dozos ce sont les citoyens, non? Ils savent que c'est une forêt classée, non? Ils doivent dire faire demi toutes ces forêts classées. Déjà, dozos même, c'est même pas leur place là. Mais après, on rencontre les eaux et forêts. Les eaux et forêts doivent leur dire des parties. Et de regarder leur permis d'extraction et de signaler à leur hiérarchie qu'il y a un problème. Parce que dans une réserve, on ne peut pas venir extraire de l'or. D'accord. Ça fait encore un. Deux. Dans cette même ville-là, il y a les autorités certainement de la préfecture, préfectorale et sous-préfectorale. Eux-mêmes, ils pouvaient aussi signaler à leur ministère de tutelle, au ministère de l'Intérieur, mais il y a des activités d'extraction minière dans cette forêt classée, il y a un problème. Ils ne font pas, ils ferment les yeux. Troisième élément. D'accord? Troisième élément. On peut remonter encore plus haut. C'est-à-dire, on va parler de la gendarmerie et de l'armée. Mais les gendarmes et les maires, et les gendarmes et l'armée, qu'est-ce qu'ils font? Ministère de tutelle. Il y a des extractions, des opérations d'extraction, il y a des gens qui sont dans cette forêt classée. Et qui parle d'extraction peut parler aussi, d'accord, d'armes, peut parler de trafic, de prostitution, de plein d'autres choses. Est-ce qu'ils l'ont signalé? Non. Mais il y a des élus. Qu'est-ce que les élus locaux de Fournan font? Est-ce que les élus locaux de Fournan aussi en parlent? Vous voyez qu'à toute échelle, il y a des incohérences, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, les gars, c'est pas sorcier, hein. Ne venez pas dire que les Africains, l'Afrique, parce que tu as 400 ans d'esclavage. Excusez-moi, je respecte mon histoire. Mais par moment, il faut qu'on se regarde dans les yeux, on se dise les vérités. Quand on est nul, on reste les derniers du continent. Ça, là, c'est clair. Quand on est nul, c'est un fait. Et ça, c'est pas le blanc qui va venir nous apprendre. Je suis désolé. Pour moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour moi. Ça ne passe pas. Donc arrêtez de jouer avec les nerfs des gens. C'est pas possible. Je me dis, mais comment on peut être... Excusez-moi, les mots me manquent tellement. J'ai pas envie d'insulter les gens. Moi, s'il y a un truc que je ne joue pas avec, c'est la vie. Et la vie, pour moi, elle est sacrée. La vie, elle est sacrée. On a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, l'argent est plus important que la vie. Le monde a toujours été comme ça. Le capitalisme a toujours été comme ça. Ça, c'est un fait. Mais ils arrivent quand même à maquiller et à mettre une dose d'humanisme et d'humanité dans leur capitalisme. Mais en Côte d'Ivoire, on a l'impression que l'argent est la chose la plus importante que l'être humain. C'est même plus caché. Parce que quand on regarde tout ça là, quelle est la motivation ultime? C'est l'argent. C'est l'argent. Tout. Les gens ferment les yeux. Pourquoi? C'est pour de l'argent. Arrêtez. Regardez. C'est l'argent. Les gens ferment les yeux pour de l'argent. C'est tout. C'est pour de l'argent.
Parce que c'est une chaîne où chacun prend sa part. Chacun prend sa part. À son niveau, chacun prend sa part. Et c'est dommage. Quand on en parle, ce que je suis en train de dire, c'est une affaire des partis politiques. J'ai un lien avec les gens qui sont à Fona, à Waranakala. J'ai des parents là-bas. J'ai pas de parents là-bas. Mais quand je vois les pauvres populations qui en paient le prix fort là, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas tolérer. Et je ne peux pas rire pour dire que c'est des gens du Nord. Ils sont proches du RD. Non, je ne suis pas comme ça. Parce que c'est des gens qui méritent aussi de vivre, tout comme mes parents qui méritent de vivre. Il y a un désastre qui se passe dans ce pays-là. C'est pour ça que je dis, mais comment les gens arrivent? Vous arrivez encore à faire des débats inutiles? Si c'est dans un vrai pays-là, les gens vont parler de ça tout le temps. Les gens vont commencer à sortir et demander des comptes. Mais vous êtes assis chez vous. Élection de 2030. Pobo Kuala là. Pobo Kuala qui sont à Touba Babou là. Il y a eu 17 morts officiellement. Plus de 100 personnes ont été touchées par rapport à Pobo Kuala. Mais vous savez le désastre de votre orpaillage là, ce que ça cause? Est-ce qu'ils ont quantifié le nombre de personnes? Quand on vous dit des gens ont des AVC, des gens ont des cancers, des gens ont tant, les nappes phréatiques sont touchées. Et si aujourd'hui on en parle en tissu national d'alarme parce qu'ils savent qu'ils ont touché vraiment le fond. Parce que cette affaire d'orpaillage là, et ce qu'on voit là, c'est une affaire qui dure depuis plus de 20 ans. La dernière fois dans ma précédente vidéo, je parlais de la qualité et l'hygiène de vie en Côte d'Ivoire. Mais il faut juste aller à Abidjan. Quand vous arrivez à l'aéroport, quand vous sentez qu'à Abidjan, c'est pas possible. Vous sentez la pollution même dans la nature, vous la sentez. Bon, j'ai dit, il y a une différence entre les enfants de 2000 et ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire avant. Moi, j'ai connu la Côte d'Ivoire avant les enfants de 2000. J'ai connu la Côte d'Ivoire avant les enfants de 2000. Donc, au niveau même de la météo, le climat, je connaissais les habitudes ivoiriennes. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un fou. C'est un four. Écoutons la suite. Et les responsables locaux, c'est à vous ou au cadre de Frona de dénoncer cette activité qui met en danger. Comme un ministre peut dire, c'est aux responsables locaux, au cadre de Frona, c'est à vous de dénoncer. Le chef du village là qui a parlé là, lui, il est chef, il n'est pas chef de Frona. Comment le porte-parole du gouvernement peut dire aux responsables locaux de dénoncer et au cadre de dénoncer? Ça veut dire que l'État s'est lavé les mains dans cette affaire. Donc, tant que les responsables locaux et les cadres ne vont pas dénoncer, cette mine-là, illégale qui est dans la forêt classée de Fronon là, où ce sont les Chinois qui sont là-bas là, ils vont opérer tranquillement. Les autres forêts, ils servent à quoi? Les sous-préfets, préfets servent à quoi? Hein? Donc tant que le maire, tant que le député ne parle pas, les autres ils servent à quoi? Ils sont là pour meubler le cadre de Fronon. C'est affligeant. Continuons. La vie de leur population. Nous avons tous le devoir, en tant que citoyens, d'exercer notre contrôle citoyen et de saisir les structures de l'État. Mais les structures de l'État servent à quoi? Les structures de l'État sont dehors. Ou bien les structures de l'État sont là à regarder nos lives, à nous prendre en photo et d'attendre quand on passe par l'aéroport ou quelque part pour nous capturer ou de nous prendre dans nos lits. C'est juste le rôle des autorités, c'est cela. Les autorités là ne doivent pas agir sur les choses collectives. Quand il s'agit de l'orpaillage là, vous voulez qu'on se mette tous ensemble et qu'on pointe du doigt les orpailleurs clandestins. Comment nous on fait pour reconnaître d'accord les orpailleurs clandestins? Par leur accoutrement ou en fait parce qu'on dit que c'est des Burkinabés. Mais quand on va dire que c'est des Burkinabés, on n'est plus xénophobe. Parce qu'à une époque, en Côte d'Ivoire, quand quelque chose était négatif, quand on disait que c'est les Burkinabés ou c'est les Maliens, on disait qu'on est xénophobe. Maintenant on n'est plus xénophobe. Parce que je vois des gens même qui disent qu'il faut instaurer, un gars comme Big Douaou qui dit qu'il faut instaurer la carte de séjour. Ah ben dis donc, pour l'opération clandestin, vous avez des relents bizarrement trucs. Écoutez, débrouillez-vous de la même manière que les Burkinabés sont rentrés là, dans nos forêts là. De la même manière là, allez leur poser la question, comment ils ont fait pour rentrer. Nous là, c'est pas nous qui avons demandé, moi en tout cas chez moi,
Il n'y a pas un chef du village qui a demandé qu'il a besoin des Maliens ou des Burkinabés pour venir extraire de l'or. Non. Donc, débrouillez-vous. Parce que chez nous, on est un pays où la sécurité est très avancée. Et on a Pegasus. Même si tu as lâché, là, pour ceux qui disent lâcher, c'est-à-dire si tu as lâché une caisse, tu as fait un père, tu as fait pou, ils sont au courant de la présidence. Et ils s'enregistrent ici sur les réseaux sociaux. Ils le disent qu'ils ont toujours la dernière technologie. Et bizarrement, vos Pegasus là ne voient pas les tours qu'ils sont en train de faire chez nous pour nous tuer au fur et à mesure. C'est ce qui est tout quand même bizarre chez vous. Vous êtes dans la pointe de la technologie. Quand vous attrapez les gens, surtout ceux qui ne pensent pas dans votre sens, vous enregistrez pour dire que vous là, vous n'êtes pas comme les autres. Parce que c'est les autres qui voient le dos du nageur. Mais pour l'orpaillage, où il y a un désastre, il y a une catastrophe, vous ne voyez rien. J'arrive pas à comprendre. C'est incohérent, les gars. C'est incohérent. Et puis ce truc-là a duré pendant combien de temps? Je me demande même, ils ont appauvri nos terres pendant combien de temps? Et j'imagine même pas les milliards qui se sont faits. Parce que c'est des filiales qui partent jusqu'à Dubaï. Je vous ai dit, il y a une filiale qui part aux Émirats Arabes Unis où les gars là vont vendre l'or. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup dans ces pays-là. J'ai pas envie de citer des noms ici. Mais je suis convaincu que c'est ce qu'ils ont fait pendant plus d'une dizaine d'années. Et les gens étaient ignorants parce qu'on se taisait. Et voici maintenant la catastrophe. Et qui va s'aimer la catastrophe? Vous avez vos milliards qui sont au chaud. Le jour, ça n'ira pas. Vous allez fuir avec vos amis et vos familles. Et puis, ce sont de pauvres parents qui vont bouffer ça. Je vais vous donner les conséquences du mercure. Je vais aller faire des recherches sur les conséquences du mercure. Vous allez être choqués. C'est jusqu'à 50 à 60 ans pour que le mercure puisse partir. Si on fait un traitement, je dis bien si on fait un traitement, le mercure, c'est jusqu'à 50 à 60 ans que le mercure peut disparaître au fur et à mesure. Si on fait un traitement, chez nous là, je ne pense pas qu'on a des priorités en termes de traitement. On vous dit de sensibiliser, on vous dit de sensibiliser contre l'orpaillage en clair. Bon, quand vous allez sensibiliser, vous dites quoi? Toi, mon frère, dénonce un orpailleur. Toi, mon frère, ce n'est pas bon de creuser. Toi, mon frère, mais après, vous faites quoi? Parce que tout est déjà pollué. Vous faites quoi? C'est sur les solutions là. C'est ça. Et allez lire, vous allez voir les solutions. Vous allez voir le sens des priorités de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui disent que Monsieur Ouattara, vous savez, souvent c'est vous-même qui faites des puits. On n'apprécie pas Monsieur Ouattara là. C'est vous qui faites. Il y a des gens qui disent, Monsieur Ouattara a pris l'orpaillage clandestin à bras de corps. Il a convoqué le Conseil national de sécurité. Ils ont dit quoi de bon? Votre Conseil national de sécurité là, qu'est-ce qu'ils ont dit de bon? En cas, c'est mettre ensemble pour lutter contre l'orpaillage. Ça, c'est une solution. Redoublant des eaux et forêts et tout. Ça, c'est une solution. Quand il y a eu élection en Côte d'Ivoire, vous avez mobilisé 44 000 personnes. C'est-à-dire que là, on peut trouver des solutions idoines déjà pour commencer à dégager ceux qui sont dans l'orpaillage clandestin artisanal et semi-industriel. On peut le faire. Mais bizarrement, vous ne mettez pas trop les moyens. Pourquoi vous ne mettez pas trop les moyens? Ne nous prenez pas pour des enfants. Vous allez pousser les gens à dire des choses qu'on n'a pas envie de dire. Ne nous prenez pas pour des gueux, du moins des mineux. Attendez, je vais vous donner des solutions. Ça vient. J'ai compilé des solutions ici. D'accord? Mais bizarrement, j'ai lu la semaine dernière le communiqué de la présidence de la République sur les actions imminentes que M. Ouattara va poser. Il n'y avait aucun sujet mêlé à l'orpaillage clandestin. Il n'y avait aucun sujet mêlé à l'orpaillage clandestin. Il n'y avait aucun. Donc là, on me dit le Conseil national de sécurité agit. Bingo, c'est bien. On va finir d'écouter le reportage et je vais revenir sur des éléments, vous allez voir. Commises à cet effet-là. Message reçu 5 sur 5. Micro Libre va interpeller successivement le ministère des Mines, des Eaux et Forêts, la SODEFOR pour avoir des idées claires. Aucune de ces structures de l'État ne répondra positivement à nos demandes d'interview. Ni le ministère des Mines, ni la SODEFOR, d'accord, n'a répondu à la demande des journalistes. C'est leur droit. Ok? C'est leur droit. Mais c'est bien d'informer, puisque le ministre, le porte-parole du gouvernement a dit il faut maintenant communiquer, il faut qu'on lutte. Donc on aurait bien voulu entendre le ministère des Mines à ce sujet, surtout sur cette forêt classée de Frodon et la SODEFOR. Personne n'a voulu répondre. Motus Bouchon. Malgré nos insistances, au ministère des Eaux et Forêts, notre courrier de demande d'études d'impact environnemental préalable à l'installation de CIEMOA est royalement ignoré. À la SODEFOR et au ministère des Mines, l'équipe sera reçue par des responsables de la communication, mais rien de plus. Toutefois, la SODEFOR se fera le grand effort de nous signifier ceci par mail. Bonjour monsieur, suite à notre rencontre dans nos locaux et au vu du rapport de mission sur le site en exploitation de la société CIEMOA, je vous assure que le dit site est hors de la forêt classée de Kobo. Ce mail vous est envoyé pour servir et valoir ce que de droit. Aucun document attestant cette affirmation.
Vous voyez, la réponse maintenant la SODEFOR ultérieurement dit que le site d'orpaillage là, d'extraction de l'or là, n'est pas sur le site de Kobo. Heureusement qu'eux sont allés sur le site et ils ont filmé par drone dès le départ, n'est-ce pas? Vous avez vu les images. Qui dit vrai, qui dit faux? Qui dit vrai, qui dit faux? Continuons. De nous sera reversée. Drôle d'administration. Comme si on pouvait y débarquer sans aucun document administratif et se faire établir royalement une carte nationale d'identité. Par contre, le service communication du ministère des Mines va nous gratifier d'une pile de documents justifiant que la CIEMOA n'est nullement installée dans une forêt classée. Le premier document est une note à l'attention du ministre des Mines, curieusement, sans signature ni date, réagissant à la question posée en Conseil des ministres. On y retient que 4 autorisations d'exploitation minière ont été accordées dans la sous-préfecture de Fronon, les entreprises CIEMOA et Sun Mining pour l'exploitation semi-industrielle et 2 autorisations artisanales à M. Daouda Coulibaly, en précisant que l'attribution de ces autorisations a été faite dans le respect de la réglementation minière. Cette réglementation exige l'avis favorable de certains ministères et structures de l'État préalables à l'installation d'une mine. Des avis mis à notre disposition avec carte à l'appui, à savoir l'avis favorable du préfet de Katiola pour CIEMOA et pour l'entrepreneur minier Daouda Coulibaly. Avis partagé par la SODEFOR et l'OIPR, dont l'une des conclusions attire justement notre attention. Toutefois, au regard de sa proximité de l'aire protégée, réserve de faune et de flore du Haut-Bandama, il conviendrait pour l'opérateur de prendre toutes les dispositions utiles afin d'éviter d'éventuels débordements vers la réserve. Fin des citations. Voilà. Voilà. Et voilà donc. Voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Cette affaire d'orpaillage là, quand c'est l'affaire de tout cela, c'est faux. Ça commence quelque part. Vous-même, vous connaissez quoi d'orpaillage? Voilà. Une proximité également sur les cartes est précisée dans un rapport de la SODEFOR évoquant une distance de 1095 mètres entre le site d'Daouda Coulibaly et la forêt classée du Haut-Bandama. Nous avons pu nous procurer un rapport qui fait mentir les avis de toutes ces entités de l'État. Il s'agit d'un rapport de mission de la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention, la BSSI, du ministère des Eaux et Forêts, en date du 5 juin 2022, qui stipule. Après une projection sur notre logiciel, il ressort que la base de vie ainsi que le site des activités d'extraction d'or sont tous dans la forêt classée du Haut-Bandama. C'est fini. Une brigade spécialisée, la BSSI, d'accord, des Eaux et Forêts, du ministère même des Eaux et Forêts, déclare que le rapport du ministère des Mines, le rapport de la SODEFOR, c'est DOI. Voilà. Ce constat sera suivi de saisie de 218 planches de bois forestier, y compris des essences protégées abattues et d'une audition des responsables de la CIEMOA. Curieusement, on ne sait pas quelle magie le même rapport se dédie par la suite. Le représentant du ministère des Mines, équipé d'un GPS et de certains documents, a procédé à la levée des coordonnées GPS de la base de vie et les a comparées avec nos coordonnées relevées lors de la première mission. Celui-ci a affirmé que leurs coordonnées sont conformes aux siennes. Par ailleurs, il a la certitude que la parcelle de la CIEMOA n'est pas en forêt classée pour la simple raison. Comment ils peuvent avoir les mêmes données, d'accord? Ils peuvent avoir les mêmes données, c'est-à-dire les données qui dénoncent même le positionnement de la CIEMOA. Et en même temps, il dit qu'il est convaincu que la parcelle d'extraction n'est pas, d'accord, dans la forêt classée. Hein? Non. C'est la magie. Que ce dossier a été signé par le directeur général de la SODEFOR. Le représentant des mines a brandi ce document attestant que la parcelle n'était pas en forêt classée, conclut le rapport. Il faut finalement croire que la forêt classée s'est déplacée entre les deux missions, ou c'est plutôt CIEMOA qui s'est déplacé. Pour savoir qui des deux entités a fait le mouvement, retour donc à Katiola. Ni le chef de brigade de la gendarmerie, ni le responsable de la SODEFOR et le procureur contacté à l'amiable n'ont souhaité nous parler, même en off. Alors, nous nous sommes tournés vers les responsables de l'orpaillage de la localité. Assa y travaille depuis plus de 10 ans. Pour lui, la meilleure manière de vérifier si la CIEMOA est dans une forêt classée, c'est d'aller sur une plateforme en ligne du ministère des Mines dénommée le Flexicadastre. Ici, allez-y sur le Flexicadastre, vous allez voir si la mine de CIEMOA, d'accord, est dans la forêt classée.
il y a un site là, le Flexicadastre, d'accord, où vous pourrez y aller et vous allez voir si la mine de Siémois se trouve en forêt classée. Et le monsieur, c'est les Ivoiriens, hein. Voilà, lui-même il monte. Nous sommes sur le portail officiel de l'État de Côte d'Ivoire concernant tout ce qui est minier de la Côte d'Ivoire. C'est le Flexicadastre. Dans la légende, on voit que tout ce qui est en vert, ce sont les parcs et réserves ou les forêts classées. Quand vous voyez des espaces jaunes, dans la légende, ça veut dire que c'est une autorisation d'exploitation semi-industrielle. Quand vous voyez en rouge les parties, ça veut dire que c'est des exploitations artisanales. Et en dehors, vous allez voir les autres carrés là, c'est des demandes qui ne sont pas encore autorisées. Voilà. Donc c'est réservé pour ceux qui veulent faire l'exploitation. Tous ces carrés qu'on voit, c'est dans la forêt classée. Oui, il y en a plein. Il y en a plein dans la forêt classée. Super Chéri, temps protégé. Voilà, lui-même il vient de dire, quand vous allez sur le site de Flexicadastre là, quand vous allez voir sur la carte du Flexicadastre, tout ce qui est vert, ce sont les forêts classées. Tout ce qui est en rose là, ce sont les sites d'orpaillage artisanal. Et en fait, d'accord, dans les mêmes cartes là, dans le vert là, on voit la couleur jaune et on voit la couleur, d'accord, rose. Ça veut dire que il y a les sites de Daouda Coulibaly et il y a les sites de Siémois, qui certainement fait dans le semi-industriel. Donc, où est le discours? Où est l'affaire de politique? C'est des faits. Et le monsieur là, monsieur Hassan là, il travaille là-bas depuis 10 ans. C'est lui-même qui a donné les éléments. Donc, je comprends pas, les gars. Allez-y, comme c'est enregistré, allez vérifier. Allez vérifier. Ce qui est bien, allez à l'information, mesdames et messieurs. Allez, on avance. Et est enfin dévoilé. On voit 2 zones en jaune. Et quand on clique ici, sur le Flexicadastre, on voit licence AESI 0326, autorisation d'exploitation semi-industrielle pour la société ivoirienne d'exploitation minière ouest-africaine. 6 mois en fait. C'est pas ce que je disais. Abrégé. Ils ont soumis en 2021, ils ont eu l'autorisation en 2022, et ils sont là encore jusqu'en 2026. Voilà. La substance est l'or, et la superficie c'est 92,85 hectares. Ça, c'est dans l'administration du groupe Bandana. Juste à côté, il y a un autre encore, permis, autorisé, qui est pour la même société. Mais là, c'est sur une superficie de 98,35 hectares. Toujours dans l'administration du groupe Bandana. Voilà. C'est l'AESI 0423, ici et moi. On trouve également 2 permis artisanaux dans cette même zone-là. C'est-à-dire la zone réservée, ils sont classés. Donc là, ça nous choque un peu. Pourquoi ils sont installés dans cette zone? On comprend par contre le silence de nos autorités dans cette affaire. Elles ont bel et bien autorisé l'orpaillage dans une forêt classée quand on sait que Siémois a un permis. Les autorités ont autorisé, d'accord, de l'orpaillage dans une forêt classée en Côte d'Ivoire. Mes amis du RHDP, normalement, comme tout bon Ivoirien, quand les preuves sont tangibles et on ne peut pas discuter, vous devez vous joindre avec vos frères ivoiriens pour dénoncer cela. Vous n'allez pas encore rester dans vos querelles pour dire que c'est une affaire de gore, c'est une affaire d'État. Les preuves sont là, elles sont à foison. Après cela, est-ce que vous pourrez discuter? Qui du ministre Amadou Coulibaly ou du citoyen Nsantounan que je suis dit la vérité? J'ai eu le temps de faire des investigations et de regarder ces éléments avant de vous les présenter. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez supporté indéfiniment vos leaders parce que vous êtes juste des supporters et dans le fond, vous n'êtes pas des patriotes? Je ne pense pas qu'un citoyen ivoirien puisse voir son pays se dégrader parce qu'il a le plaisir de voir des individus à la tête d'un État. Il faut avoir le courage. Où est parti votre verve? Où est parti votre courage? Où est parti votre intrépidité? Comme ce fut le cas, d'accord, du Probo Koala. Je veux vous entendre parce que vous étiez des écolos à cette époque. Alors, pourquoi là, on ne vous entend pas taper du poing sur la table? Pauvre Fronan, pauvre région du Hambol, pauvres citoyens de Fronan. Eh oui, la négligence et l'indifférence de nos autorités fait que aujourd'hui vous êtes dans une situation vraiment triste. Alors, je continue, il faut aller jusqu'au bout du reportage et montrer des éléments. D'exploitation semi-industrielle autorisant l'usage d'une machine de 100 millions d'unités pour creuser. Les dégâts sur la forêt classée font peur. C'est une grosse exploitation. Et ça ne doit pas être une seule société. Parce qu'ils se logent toujours auprès des cours d'eau pour travailler. Ce n'est pas une seule société qui se loge là. Vous verrez que là, par exemple, peut-être c'est des camps.
de ces sociétés, mais elles travaillent toujours au point de l'eau. Maintenant, en vue comme cela, peut-être de par votre expérience. Voilà, l'expérience quand même, il faut parler au moins près de 5-6 kilos par jour. Donc. On a combien de kilos par jour pour parler de la trentaine de kilos par jour. Vu les nombreux sites autorisés en attente d'être exploités dans la réserve du Haut-Badama, les ennemis de nos réserves naturelles veulent tout détruire. Ces mines sont donc dotées d'autorisations d'exploitation fournies par nos autorités de façon clandestine, faisant d'elles des orpailleurs clandestins en costume cravate. Comme si l'orpaillage clandestin n'avait pas assez décimé nos forêts et la vie des populations, comme le signifie bien le responsable local du PDCI à Katiola, dans la même veine que feu le président Henri Konan Bédié, à l'époque tout feu tout flamme, contre ce fléau. Dans un premier temps, le paillage clandestin, ça envoie du banditisme. Il s'appelle Lassina Ouattara, le représentant PDCI, permanent de la délégation PDCI de Katiola. Le banditisme sur le terrain, comme je disais, je suis allé aussi sur des sites où j'ai vu vraiment de la débauche. Des jeunes de moins de 15 ans, pour cette activité, sont obligés de prendre de la drogue et la prostitution. Vous avez des jeunes de moins de 15 ans à Katiola là-bas, vers Fournan là-bas. Là. Ils se bannent pour aller extraire l'or. Et aussi là-bas, les gars aussi, vous voyez non, le mouvement, non, voilà, prostitution. Ils sont aussi, ensuite vraiment, quand ils finissent, logiquement, avec le temps, il faut reboiser. Mais quand ils finissent, ils s'en foutent et puis ils s'en vont. Et le terrain reste là et c'est dangereux. Sans compter l'usage des produits chimiques comme le cyanure et le mercure qui empoisonnent les sols et les eaux, tuent la faune aquatique et par ricochet affectent la santé des populations locales. De surcroît, les orpailleurs menacent les terres agricoles. Une fois même à Fournan, j'ai vu de l'or dans la plantation d'un paysan et je crois qu'ils ont rencontré les paysans qui n'ont pas voulu. Et dans le dos du paysan, ils sont venus là toute la nuit, creuser, même faire tomber des pieds de cajou, des pieds dans la carte, et traverser même la route. Bon, selon eux, suivant un filon. Quand on sait que la Côte d'Ivoire a perdu 90% de ses forêts en 50 ans, comment peut-on permettre de l'orpaillage dans les précieuses réserves naturelles qui nous restent, alors que la menace du réchauffement climatique n'a jamais été aussi forte? Le premier responsable est pointé du doigt. Je crois que c'est sous M. Ouattara que nous voyons de façon grandissante, même s'il y avait autant de piliers, quelques grandes sociétés, mais c'était de façon circonscrite. Et aujourd'hui, c'est du vandalisme au niveau de l'orpaillage clandestin. Et c'est sous le règne de M. Alassane Ouattara. Le permis d'exploitation sur les zones réservées, les forêts classées et autres, vraiment, c'est pas faisable. Alors si c'est fait, il faut que l'État, qu'ils enlèvent ces zones-là de ces forêts classées, puisque eux-mêmes savent pourquoi les forêts sont classées. Et on doit protéger tous ensemble ces forêts classées. Se ressaisir, sanctionner les fautifs ou laisser simplement cours à cet orpaillage dévastateur pour nos forêts classées, dangereuse pour la couche d'ozone et apocalyptique pour les générations futures, Alassane Ouattara, vous avez le choix. Vous qui prétendez réduire... Donc voilà un tel reportage, mesdames et messieurs. Écoutez, je peux vous dire que ça ne fait pas vraiment rire, mais c'est une réalité, mesdames et messieurs. Hein? C'est une réalité. Prenez-en de la graine et puis soyez conscients dans quelle merde nous sommes. D'accord? On est vraiment dans la merde, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, après cet élément introductif, nous allons un petit peu évoluer, chers amis. Des gens voulaient me parler de Kone Zakaria, c'est pas trop mon fort, ça m'intéresse pas Kone Zakaria. Franchement, j'ai rien de spécial à dire sur Kone Zakaria, ça m'intéresse vraiment pas, d'accord? Mais je vais vous montrer quelques éléments. C'est quelques éléments assez intéressants quand même. Hein. Un instant. Alors, je vais vous montrer quelques éléments, ok? Alors, Alors, on va commencer par un ancien orpailleur burkinabé qui nous donne des informations quand même. Tu vas avoir un site dans les alentours, là, ça travaille. Est-ce que tu sais, toi tu peux me dire que les autorités, les gendarmeries sur le commissariat ou bien le sous-préfet qui a à peu près combien de kilomètres là n'est pas au courant de ce qui se passe? Il prend les quotas.
Est-ce que tu comprends? Donc, quand on vient, souvent, il faut avoir le coup de porter votre responsabilité sur certaines situations. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que l'orpaillage là, hein, c'est parce que c'est le plus minable que vous êtes en train de critiquer aujourd'hui. Oh, pourtant, ceux qui touchent même les sous là, ils sont en bas. Donc, moi, ce que je vais te dire, tant que vous n'avez pas détecté des virus, des vrais virus, même des problèmes là, vous allez parler jusqu'à l'année 20 ans, ça ne va pas changer. Est-ce que tu comprends? Ça ne va pas changer. Ça dit, il n'y a pas un orpaillage qui fait tout quelque part où la gendarmerie qui a le plus proche ne prend pas un pourcentage. Et où il y a sous-préfet qui est plus proche qui ne prend pas ce pourcentage. Où il y a le président des jeunes des villages ne prend pas de pourcentage. Donc il faut te dire que souvent là, on voit, va regarder, on voit des députés même qui prennent lingots d'or pour donner de quoi au Moussagara. Ils gagnent ça où? Des députés même qui ont représenté la Côte d'Ivoire, qui prennent des lingots d'or pour donner aux artistes. Ils gagnent ça où? Il y a une question. Quand on vous parle, s'il te plaît, vous me laissez finir, s'il te plaît. Que ce que nous sommes en train de débattre depuis le matin, il y a 4 jours de cela, ils sont venus signaler des gens qui sont en train de creuser dans un champ. Et lui-même, il est allé sur le terrain aller vérifier. Quand il est arrivé, il voulait arrêter les jeunes là. Les jeunes là ont fait sortir leur portable, ils ont appelé leur chef. Écoutez bien, ils ont appelé leur chef et lui-même qui est au forêt là, il a été menacé. Il a été appelé pour dire, s'il tient à garder son travail, s'il tient à nourrir sa famille, qu'il enlève sa mère dans cette histoire. Donc ce que le frère vient de dire là, c'est la vérité. Il n'y a pas quelque chose qui se fait sur le sol ivoirien sans que la police, le forêt, la gendarmerie ne soient au courant. Ça, jamais. Mais s'il se retient, qu'il ne met pas la main dedans, c'est parce qu'il reçoit des menaces chaque jour. Voilà pourquoi est-ce que ça continue. Donc, ce n'est pas l'AS qui va venir intervenir dans cette histoire. Si les autorités installent des gens de manière illégale et eux-mêmes qui viennent parler et eux-mêmes viennent encore se dédier, il faut accuser tes autorités qui sont à la tête de ton pays, la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas accuser les gens de l'AS. L'AS ne peut pas se déplacer, venir mettre sa main dans une quelconque histoire qui se passe dans un autre pays, sans qu'on ne les appelle. Si les dirigeants de l'AS viennent intervenir dans une histoire en Côte d'Ivoire, c'est que c'est les autorités de Côte d'Ivoire qui les ont permis d'intervenir. Sinon, eux-mêmes ne peuvent pas venir intervenir. Quand les Ivoiriens sortent de la Côte d'Ivoire, qui vont en France ou bien en Angleterre ou bien aux États-Unis, ce qu'ils font là-bas, est-ce que ça concerne les autorités de la Côte d'Ivoire? Non! Ça ne les concerne pas. Si les autorités américaines ou bien anglaises même ne peuvent pas se lever pour parler de cette histoire-là, ben, qu'on n'accuse pas les Ivoiriens ou bien accuser les autorités de la Côte d'Ivoire, non. On n'accuse pas les autorités de l'AES. Il faut plutôt accuser les autorités qui permettent ça. Et que le corps a bien sûr une puissance devant ça. C'est de ça qu'on parle. N'accusez pas l'AES. Ça, c'est... qui me dit ça. Vous savez, quand on fait des recherches dans une coin qu'on fait la découverte, moi j'ai peux faire des témoins des personnalités, genre des choses, des élus locaux qui prennent des trous là-bas. Souvent on vous donne trous des gendarmeries, trous des sous-préfets, trous des choses, souvent des maires même, dedans. Est-ce que s'ils ne sont pas compris là, pendant des... Vous pouvez répéter ce que tu dis? Donc c'est vrai ça? C'est vrai ce que tu dis? Il m'a prié vendredi. Jésus m'a prié de vendredi. Quand souvent la patate de trou là, on enlève pour la gendarmerie, les chefs, les choses, les sous-préfets, les chefs de village, les maires, tout, ils enlèvent les trous même pour déposer. S'ils ne sont pas complices, est-ce qu'on peut faire ça? Ça dit, il faudrait que les gens, moi je parle de la responsabilité. Or là, ça travaille au Burkina Faso plus de 50 ans, mais il y a des endroits, même si on te paye là, tu ne peux pas corrompre un corps bien au Burkina pour enlever or ici. Si on dit qu'ici là, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais c'est vous là, les autorités c'est-à-dire l'autre, il y a un gars qui a témoigné de suite là, qu'il y a un corps bien qui allait, il voulait intervenir et puis il y a quelqu'un qui l'appelait pour menacer.
Il y a des villages même là, le chef de village n'est pas d'accord, mais c'est-à-dire les autorités, les autorités administratives qui sont dans le tour, ils vont les faire taire, par force. Mais pourquoi, quand les gens viennent parler, souvent, je ne pas, ceux qui font leur paillage là, ce qu'ils font là, c'est pas normal. Moi, je suis d'accord. Mais il y a des gens il y a des grosses têtes qui les soutiennent. Moi, ce que je suis en train de vous parler, actuellement, il y a des Chinois qui font des dégâts même avec des machines. Faut aller vers Yakassé là. Yakassé pour aller jusqu'à chose. Au Bébou, quoi, d'aller à Bangourou. Faut aller, des dégâts qu'ils ont fait là, ça dépasse 5 km. Même 10 000 là. On peut pas planter quelque chose là-bas. Si vous voulez, allez-y regarder. Mais c'est les Chinois qui font avec les poclés. Les Européens, c'est avec la main, ils font. Mais les Chinois, la même font avec des poclés là-bas. Mais les gens parlent, mais ils sont la même demain, ils font des dégâts là-bas. Si vous voulez, allez-y faire recherche pour voir. Donc, c'est que moi, je veux vous dire, la responsabilité là, c'est le gouvernement ivoirien qui doit prendre sa responsabilité. Tant que, ça dit, cette responsabilité aussi là, il y a des gens qui maillent dedans. C'est pourquoi on parle, ça change rien là. Donc, c'est ça que moi, je veux faire comprendre les gens. C'est un travail que moi, j'ai vécu. Après, j'ai décidé de rentrer chez moi, donc je suis chez moi. Voilà. Donc, maintenant, les gens sont en train de parler de ce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi je suis venu éclairer le sol pour dire aux gens quelle est la responsabilité là. Si vous êtes en train de combattre aujourd'hui, que ça bout rien là. Parce qu'il y a de grosses têtes qui marchent dedans. Merci. Et tu vas avoir un site. Bon, écoutez, je peux pas dire plus, hein. Voilà, un Burkinabé qui était orpailleur clandestin en Côte d'Ivoire, il changeait avec des Ivoiriens. Voilà, et il a dit des faits, hein. La dernière fois, je vous présentais ici des élus avec des lingots. J'ai même posé la question, est-ce que culturellement, ça se fait chez vous, d'accord, qu'on partage des lingots? Parce que dans un pays normal, pour moi, des élus, quand vous voyez des élus avec des lingots, pour moi, je ne peux pas tolérer cela. À titre personnel, je ne peux pas tolérer cela parce que déjà, il y a une image de l'éthique, il y a une image aussi, d'accord, de l'homme politique.